Bien. Alors, on y va. Donc, bonjour officiellement à tout le monde. Et au nom de l'UEF Sud-France, eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir pour ce débat qui sera animé par Michel Desvoluy, qui est professeur honoraire d'économie, titulaire d'une chaire Jean Monnet à Strasbourg, et Jean-Claude Sebag, juriste, avocat honoraire, qui est un fédéraliste historique. Il faudrait 2 heures pour donner toutes ses participations à la cause du fédéralisme. Et ce débat sera modéré par Jérémy Joubert, docteur en urbanisme de l'aménagement du territoire. Et le titre donc de notre débat de ce soir, c'est « Le plan de relance européenne, talon d'Achille de l'Union ». Pour donner quelques détails, donc, ce débat, enfin, notre rencontre durera 1h30. On a l'habitude d'être assez précis sur les horaires. Une première partie, Michel Desvoluy et Jean-Claude Sebag présenteront le point de vue du juriste et le point de vue de l'économiste. Et puis ensuite, Jérémy Joubert prendra des questions, modérera le débat. Voilà, je rappelle donc que pour les personnes qui ne veulent pas être enregistrées, pas de caméra, mais les autres sont les bienvenus, bien sûr. À toi, Jérémy. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Donc, Jérémy Joubert, je suis ravi de pouvoir modérer cette discussion que nous avons ce soir sur une actualité brûlante. Simplement, avant de passer la parole à nos deux intervenants, Jean-Claude Sebag et Michel Desvoluy, quelques règles simples que je vous rappellerai en temps voulu, mais à garder à l'esprit pour la discussion qui suivra immédiatement leurs interventions. Première règle, merci de rester concis lorsque vous nous ferez part de vos questions et commentaires, idéalement moins d'1 minute. Deuxième règle, vous aurez toutefois droit à un droit de réponse suite aux différents échanges. Donc, merci aussi de rester concis lors de ce droit de réponse pour quand même qu'on reste dans un échange de va-et-vient. Et puis, troisième règle, si vous souhaitez prendre la parole, vous avez un petit bouton normalement sur Zoom qui est « lever la main » où vous pouvez me faire un signe sur votre écran. Alors, lever la main, c'est très simple. Lorsque vous voyez votre écran Zoom, vous avez un endroit à droite entre la liste des participants et la barre de chat. Est-ce que vous voyez à droite? Et vous avez un bouton « lever la main ». Est-ce que vous le voyez? On peut essayer. Est-ce que vous pouvez afficher les participants? Les personnes qui arrivent, levez la main. Ce serait dans la réaction, peut-être? Il faut que vous preniez participants. Vous avez un bouton en bas de votre écran avec écrit participants. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur participants, vous avez la liste des participants. Et en bas de cette liste, à droite, il y a un bouton lever la main. Ah oui, exact. Voilà. Donc, ce bouton lever la main nous permettra de prendre les tours de parole s'il y a trop de questions. S'il y a peu de questions, si une personne souhaite parler, elle lève la main, je lui donne tout de suite la parole. Ah, Enzo, s'il vous plaît, peut-on couper le son de Enzo? Enzo qui fait ses gargouillis. Oui, Enzo. Ah oui. Désolé, il doit être en ville. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le mécanisme qui nous servira pour prendre la parole. Lorsque vous prenez la main, n'oubliez pas ensuite de baisser le signe « prendre la main ». Moi, je note et je vous inscris et ensuite, je vous donne la parole. Voilà, tout simplement. Donc, les 3 règles, concision, droit de réponse, lever la main. Très bien. Sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Claude Sebag pour nous parler, pour aborder un premier aspect du débat, qui est la question de l'état de droit. L'état de droit a-t-il été pris en otage? C'est ça un peu de manière provocante, mais en tout cas, bon, il est surprenant qu'il ait été ainsi
mis en jeu. Jean-Claude, tu as la parole. Merci, Monsieur Jérémy. Puisque nous sommes en cercle très restreint, je pense qu'on va pouvoir, enfin en tout cas je vais moi essayer, je ne sais pas si je tiendrai la promesse, de raccourcir l'introduction à laquelle j'avais songé pour pouvoir laisser plus de place au débat. Il n'y aura pas d'encombrement dans les interventions. Ce qui se passe actuellement, pour moi, est extraordinairement, et je pèse mes termes, surprenant et d'une certaine façon encourageant. Lorsque il a été, à partir de l'initiative franco-allemande, lancé l'idée qui s'est trouvée finalement réalisée d'une relance de l'Union et d'une relance financière grâce à des fonds qui seraient récoltés par l'Union et rétrocédés soit à charge de remboursement, soit tout simplement sous forme d'aide non récupérable, on a été tous un certain nombre à dire que c'était assez formidable et certains ont même parlé, je pense que ça risque d'être encore le cas ce soir, de moments hamiltoniens. Mais ce qui se produit depuis que l'on sait que 2 États au moins du Conseil de l'Union ont décidé de ne pas ratifier le plan de relance, alors qu'ils y ont un intérêt financier fort. Car sans rentrer dans le détail, je pense que l'intervenant suivant le fera, les sommes que ces États, Pologne et Hongrie en particulier, sont susceptibles de recevoir en aide, plus celles qu'ils sont susceptibles d'attendre des fonds du budget pluriannuel, sont très importantes proportionnellement à leur budget national. Et donc, ces États ont donc suspendu, repoussé, on verra ce qui sortira ce soir du Conseil européen, ce soir ou demain, repoussé en tout cas pour une durée indéterminée, la réception de ces fonds au motif qu'on les conditionnait, qu'on conditionnait en tout cas l'adoption et la réception des aides au respect de l'état de droit. Et je pense que ça, c'est vraiment une avancée, pardon de l'excès sans doute de mon propos, mais c'est une avancée assez formidable dans le cadre de la construction européenne. Beaucoup ont découvert, grâce à cette mini-crise, je dis mini-crise parce que apparemment on va en sortir, et n'en sortiront pas avec la Pologne et la Hongrie, qu'il y a d'autres procédés qui permettraient de toute façon de récupérer, de trouver l'argent, de le redistribuer, etc. à 25. Mais donc, cette mini-crise a un énorme avantage, c'est qu'elle fait découvrir qu'il existerait donc, parce que beaucoup l'ignoraient, y compris dans les représentants des médias, qu'il existerait donc dans les traités d'union des valeurs, dont l'état de droit, et que ces valeurs étaient d'une importance réelle, au point que elles pouvaient bloquer un processus d'adoption d'un plan de relance financier. Ça, c'est malheureux pour l'instant, mais moi je souhaiterais presque que la mini-crise dure encore. Mais ça, pour ceux qui auront de toute façon entendu pour la première fois à l'occasion de ce veto de la Pologne et de la Hongrie, qu'on le faisait parce qu'on conditionnait leur réception de fonds sur le fondement de valeurs garanties par les traités, dont l'état de droit, depuis une éternité, je n'avais pas entendu évoquer une telle exigence dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne.
Et je crois qu'on peut que voir avantage à ce que tout d'un coup, par conséquent, l'Union, dans le dernier état de ce qu'il a réglemente ou l'organise, les traités de Lisbonne, eh bien, apparaissent comme n'étant pas seulement ceci, cela, la libre circulation de ceci, mais aussi qu'elle avait un fondement qui était un fondement de valeur, dont l'état de droit. Alors, justement, ça, c'était ma première observation, c'est que, à cet égard, c'est un plus. La deuxième observation, c'est que, en réalité, il était d'autant plus bienvenu que tout d'un coup, les valeurs surgissent au sein du débat de l'Union européenne, que ça fait un certain temps qu'elles sont là. On ne les attendait pas à aller les chercher pour le cas présent. Ça fait un certain temps qu'il existe dans les traités, et au moins depuis le traité d'Amsterdam, 1997. Ah, j'ai oublié, par conséquent, au moins depuis 1997, il existe des dispositions qui indiquent qu'il y a au sein un patrimoine commun, au fond, pour les États composant l'Union et à l'origine la communauté, qu'il existe des valeurs communes qui, dans leur dernier état, ont été consignées dans l'article 2, effectivement, du traité d'Union européenne. Et je pense quand même que cet article 2, qui n'est pas long, beaucoup d'entre vous ont dû le relire à l'occasion des derniers événements, mais il mérite quand même d'être lu ou relu. L'Union est fondée sur les valeurs, article 2. Quand on considère d'ailleurs que le précédent ne fait que dire eh ben, on fait une union, on peut dire que l'article 2 sur les valeurs, pas le préambule, c'est dans le traité, c'est finalement l'article 1 du traité. Article 2, donc, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, la crise, entre guillemets, vient nous rappeler que ceci existe, et ça existe, vous le disiez, depuis longtemps, depuis en fait au moins le traité d'Amsterdam, je n'ai pas fait les recherches au-delà, 1997, et d'ailleurs ça s'explique. Lorsque l'on a conçu ce dispositif, qui se trouve complété d'ailleurs par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eh bien, on se trouvait avec en perspective la venue d'un certain nombre d'États candidats à l'adhésion ou venant d'y rentrer et qui venaient du bloc de l'Est, pardon de la formule, mais de pays qui pendant 40 ans à peu près avaient vécu sous un régime, une conception forcée sans doute, mais en 40 ans quand même les esprits se font, d'un régime de liberté, de droits fondamentaux qui n'est pas celui de l'Union européenne qui allait les accueillir. La question, ça n'existait pas avant l'article 2 ou l'équivalent, et ça n'existait pas parce qu'effectivement, ça allait de soi que les États qui étaient susceptibles d'entrer dans l'Union, dans la communauté, c'était des États qui partageaient avec les autres membres déjà ici des valeurs communes, etc., telles que celles que l'article 2 maintenant les énumère. Et ça n'avait pas, de ce fait, elles étaient, comme dit un auteur, en creux. On savait qu'elles étaient là, c'est ce qui a empêché à un moment donné le Portugal, l'Espagne, effectivement d'entrer, voire à un autre moment qui a occasionné des difficultés à la Grèce lorsqu'elle vivait malheureusement le régime des colonels. Mais avec l'arrivée de tous ces États, on était au moment du traité d'Amsterdam 14, avec l'arrivée de tous ces États, on a estimé effectivement, et il est heureux, moi par exemple, je suis juriste, à cette époque-là,
je n'ai pas tressailli devant cette disposition du traité. Et on ne sait pas, disposition du traité d'ailleurs, je le dis, qui se trouve complétée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été adoptée en 2000 et qui est entrée en vigueur un peu plus tard. Et on ne sait pas seulement borner ou limiter, en tout cas, à prévoir ce dispositif. On a même eu, dès cette époque, et c'est là où on reconnaît quand même que la préoccupation était forte et qu'on ne s'est pas payé de mots, on a prévu un système qui puisse rendre effectif l'engagement de respect de ces valeurs telles que dont l'abus de droit, dont l'état de droit qui se trouvait consigné effectivement à l'article 2. Et on a prévu beaucoup de choses à cet égard, simplement pour mémoire, c'est donc que ce n'était pas, encore une fois, considéré comme accessoire. Par exemple, effectivement, dans la charte de l'Union, dans la charte des droits fondamentaux, venue un peu plus tard, à peine 3 ans après le traité d'Amsterdam, eh bien, on a détaillé un certain nombre de droits qui ne se trouvent pas être ceux de la Convention européenne des droits de l'homme de la maison d'à côté, du Conseil de l'Europe, et on a quand même indiqué dans l'article 6 du traité que l'Union reconnaît, parce que l'article 6 en question a été modifié à plusieurs reprises, on a indiqué que, notamment lors du traité de Nice, puis dans le traité de Lisbonne, l'Union reconnaît les droits, libertés et principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, et c'est seulement cela que je voudrais souligner, laquelle, parce que la Charte n'est pas par définition, certains auraient voulu qu'elle y soit. Dans le traité de Lisbonne, elle y a été annexée pour de multiples raisons, mais laquelle charte a même valeur juridique que les traités. Donc la Charte des droits fondamentaux, ça a la valeur, on va dire, suprême du traité. Donc que ce soit au titre de… Donc on ne parle que de traité, puisque au fond, la Charte des droits a la même valeur que les traités eux-mêmes. Donc article 6, et puis article 7, c'est là où on voit qu'on a eu vraiment à cet égard beaucoup de soucis de faire que les choses ne restent pas théoriques. Article 7 du traité qui a organisé un mécanisme compliqué, mais les rédacteurs du système ont sans doute pensé que là, ils allaient fort loin. Normalement, on aurait même, enfin, ordinairement, on n'aurait même pas dû rencontrer un article 7 comme celui qu'on trouve dans le traité de Lisbonne et qui existait déjà dans des traités précédents. Pourquoi? Parce que l'article 7 organise un système de sanctions, et pas négligeable, un système de sanctions à l'égard des États qui viendraient à ne pas respecter par conséquent les droits énoncés à l'article 2 et dans la Charte. Et puis en plus d'ailleurs, l'article 7 se justifiait d'autant plus, dont je vous dis qu'un mot parce qu'il est assez compliqué, mais dans le débat on peut en discuter, se justifiait d'autant plus que, et d'ailleurs je le dis, c'est que on incitait les États qui arrivaient à effectivement par conséquent savoir qu'ils ne feraient pas comme a l'air de le penser aujourd'hui ou de l'affirmer en sachant pertinemment qu'ils sont dans un discours fallacieux, on a prévenu à l'avance ceux qui allaient venir qu'ils étaient susceptibles d'être sanctionnés si cette pétition, qui pouvait être une pétition de principe de la Déclaration des droits de l'article 2, eh bien, n'était pas respectée. En effet, on a instauré dans l'article 7 du traité de Lisbonne un système à 2 déclics, un système de prévention et un système de sanction. Un système de prévention, à savoir que sur proposition 2, je ne vous donne pas le détail, là je crois qu'effectivement ça a péché par le fait que les États membres quand même, quelle que soit leur exigence de faire respecter les valeurs, ils se sont rendus compte qu'ils allaient loin par rapport à ce qu'est leur être
souveraineté, tout ça, etc. On est allé loin parce qu'on a dit qu'effectivement, dans un premier cas, eh bien, on pourrait, s'il y avait un risque de violation par un État membre des principes posés par l'article 2, un mécanisme se mettrait en place, intervention de la Commission, l'initiative appartient à la fois au Parlement, au Conseil, etc. Un mécanisme se mettrait en place pour persuader l'État en infraction supposée, après instruction de son dossier, le persuader de se mettre dans la légalité, dans la conformité par conséquent au traité, et en particulier à cet article 2. Et puis, ça c'est la prévention du risque, et ensuite il y a dans ce même article 7 un mécanisme de sanction. Si après cette première phase de prévention, la situation de violation des valeurs subsiste, alors il y a une procédure de sanction qui s'engage, et qui prévoit notamment, là j'avoue que qui prévoit notamment, lorsque la constatation, le Conseil européen, statuant à l'unanimité quand même, sur proposition, etc., peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre, c'est le moins, à s'expliquer, etc. Et là, ensuite, on prévoit que, sous des conditions de majorité et de renforcer, ainsi de suite, que dès lors qu'on a fait cette constatation, eh bien, on pourra, le cas échéant, prendre à la majorité qualifiée, le Conseil pourra prendre à la majorité qualifiée, décider de suspendre certains des droits découlant, alors je ne sais pas lesquels, parce que j'ai cherché chez tout le monde, je n'ai pas trouvé, mais certains des droits, mais ce qui compte, c'est ce qui est précisé ensuite, certains des droits de l'État ainsi pris en infraction, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Voilà donc, en cas de violation de l'État de droit, de la liberté, du droit d'expression, bref, en cas de violation d'une valeur posée comme étant le fondement du traité d'union, la possibilité de suspendre un État de son droit de vote. Les histoires polonaises, hongroises, aujourd'hui de Bulgarie, etc., elles n'ont pas surgi maintenant. Voilà des années que les juristes, les juristes ont été interpellés, que les juristes sont alertés sur le fait que dans ces États venus de l'Est, certains, il y en a d'autres, la Roumanie, etc., mais qui ont rapidement mis de l'eau dans leur vin, pas complètement, mais au point de ne plus être sous l'objet effectivement de menaces, en tout cas à bref terme, à terme prévisible de sanctions. Dans ces pays, on a constaté rapidement que tout ne fonctionnait pas comme cela fonctionnait dans les démocraties de l'Ouest, et comme en tout cas pouvait l'exiger le cas échéant le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux. Et donc toute une série d'actions ont été engagées. Surtout quand, à diverses reprises, pour ne résumer que ça, il y a eu le cas de l'Autriche, vous vous en souvenez certainement. À un moment donné, l'Autriche a été affligée de la participation au gouvernement d'un parti d'extrême droite. Ceci a beaucoup inquiété. On a mis en place le système de l'article 7, prévention, et soit parce que à l'intérieur de l'Autriche, la chose politique a évolué, soit parce que le système s'est révélé cette fois-là plus ou moins efficient, le cas autrichien n'est pas allé plus loin. Là, en revanche, avec la Hongrie, la Pologne, et en particulier la Pologne, la situation est apparue rapidement comme étant une violation caractérisée. Vous connaissez tous, je n'ai pas pris le détail de toutes les violations imaginables, mais la plus importante, ou les plus importantes, c'est ça qui constitue l'état de droit qui est en cause aujourd'hui, parce que on se demande si on a une définition de l'état de droit. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que en Pologne, le gouvernement polonais, quelles que soient ses motivations, qui m'indiffèrent, la motivation de la Pologne à violer
la motivation de la Hongrie, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait violation et la façon dont l'Union et les États membres de l'Union sont susceptibles ou non de réagir à une violation de ce qui fait leur patrimoine commun de valeurs. Eh bien, on a commencé dès 2015 à peu près en ce qui concerne la Pologne à avoir tout un contentieux quand le gouvernement polonais, quel qu'il soit, s'est attaqué à quoi? Au pouvoir judiciaire, aux juges. Et Jean-Claude, excusez-moi. c'est trop tard, j'arrête, tant pis. Concluez. Ah bon, ben non, je ne peux pas conclure, je n'étais qu'au début. Oui. Donc je m'arrête. Très bien. Bon, mais si on comprend bien, voilà, donc c'est pas nouveau, et donc scandale presque double en quelque sorte. Ces pays-là jouent avec quelque chose, voilà, qui n'est pas nouveau et sur lequel ils étaient prévenus. Et là, à présent, en quelque sorte, ils prennent en otage l'état de droit, quelque chose qui les dérange dans cette histoire, si je comprends bien. Et pourtant, bon, je passerai, on en discutera, mais je vais passer la parole à Michel, parce que cet élément de contexte ayant été établi, là, en l'occurrence, la question, c'est le plan de relance. Et le plan de relance, du coup, l'état de droit n'aurait pas pu être pris en otage, bon, même si un compromis, on nous dit, a été trouvé, s'il n'y avait pas cette règle de l'unanimité qui, du coup, bloque ou ralentit, ou je ne sais pas, qu'est-ce que nous dira Michel, l'établissement d'un véritable plan de relance, d'une véritable solidarité, un nouveau niveau de la solidarité budgétaire, économique européenne. Michel. Merci beaucoup. Donc, je vais tenter de respecter les 15 minutes pour éviter d'être coupé. Mais, en réalité, alors que les deux thèmes paraissent un petit peu disjoints, c'est-à-dire les questions d'état de droit et puis la question, disons, économique, on va essayer de montrer en quoi elles sont bien articulées et remarquer d'une manière générale que quand on regarde un budget, quel qu'il soit, et surtout le budget de l'Union, en fait, il révèle beaucoup de choses, un budget. Il révèle à la fois les choix de l'Union, mais on va le voir, et ça révèle aussi en même temps l'état d'avancement politique de l'intégration européenne. Et avant de commencer, je voudrais faire 3 remarques d'une manière qu'on pourrait considérer comme introductive. La première remarque, c'est de toujours rappeler, c'est dans l'article 1 du traité, que ce sont les États qui attribuent à l'Union des compétences, donc qui ont la main sur les politiques européennes. La deuxième remarque qui est liée au point précédent, c'est que le budget, c'est vraiment, quelle que soit l'institution d'une association jusqu'à un État, c'est terriblement révélateur des ambitions. Et pour ce qui concerne un budget, c'est très révélateur du niveau de cohésion d'une société qui gère ce budget. C'est très révélateur aussi du consentement commun aux ressources à ce budget. Et la troisième remarque que je voudrais faire, et Jean-Claude finalement en a parlé de manière indirecte, c'est que quand on regarde l'histoire des États-Unis, il est important de se souvenir qu'ils avaient fait un premier jet dans leur constitution, qui s'appelait d'ailleurs les articles de la Confédération, et là, il y avait un verrou qui était que les 13 États constitutifs avaient veillé à ce qu'il y ait l'unanimité pour les problèmes essentiels, notamment le budget et la politique étrangère. Et voyant que ce verrou les contraignait, ils ont, à la fameuse conférence de Philadelphie, ils ont créé ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est encore aujourd'hui la Constitution des États-Unis. Et le grand changement, c'était d'avoir
mis fin au principe d'unanimité. Bon, voilà ces trois remarques pour nous mettre un peu disons, les problématiques générales en tête. Maintenant, pour venir au fond, très rapidement, pour respecter les limites temporelles, ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le cadre qui encadre les budgets, il faut avoir en tête qu'il n'existe, ce cadre financier pluriannuel, qu'il n'existe que depuis 1988. Jusqu'en 88, on avait des budgets annuels qui étaient votés au niveau de l'Union par le Conseil des ministres et le Parlement européen. Et puis, à partir des années 80, il y a eu des tas de rivalités, de blocages au niveau des budgets annuels. Et pour se sortir de cette impasse, l'Union a décidé de créer un nouvel instrument qui aurait deux avantages. Il serait tripartite, c'est-à-dire qu'il impliquerait le Conseil des ministres, le Parlement européen et la Commission, tous les trois parties se mettant d'accord pour que sur 5 à 7 ans, on prévoit les budgets annuels et que donc, d'accord sur ce thème-là, l'Europe pourrait, sur les 5 ou 7 ans à venir, être tranquille en matière de programmation budgétaire. Et c'est ce qui fut fait donc à partir de 1988. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette programmation pluriannuelle, tripartite a priori, elle exige l'unanimité du Conseil des ministres, d'une part. D'autre part, elle exige aussi que si de nouvelles ressources sont appelées à être intégrées dans les budgets européens, il faudrait l'unanimité des États membres pour introduire ces nouvelles ressources, et qui plus est, il faudrait que chaque État membre valide par son instance nationale ces nouvelles ressources. Et puis, donc, vous voyez que l'unanimité au niveau politique a déjà été mise en avant, et puis, j'allais dire, cerise sur le gâteau, indépendamment ou en amont de cette logique tripartite, vous avez le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui doivent décider par consensus des grandes lignes du budget pour les 7 ans à venir. Et c'est ce qui fut décidé par le Conseil européen le 21 juillet de cette année, où le Conseil européen a validé, donc je vous donne un peu là le contenu de cet accord, le Conseil européen, le 21 juillet, disais-je, a validé à la fois les perspectives financières pour 7 ans, 1074 milliards d'euros bien sûr, divisés en années, environ 150 milliards d'euros par an. Et en plus, ce Conseil européen a validé, c'était aussi ça, la logique, a validé le plan de relance européen qui avait été mis sur les rails dès le mois de mai 2020, mais qui devait être validé par le Conseil européen et qui surtout devait être validé parce que pour obtenir ces 750 milliards d'euros, il faudrait de nouvelles ressources par emprunt et que ces nouvelles ressources ne pourraient être validées qu'à l'unanimité des États membres, tel que prévu par les textes. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé, vous avez les perspectives financières qui ont été acceptées par consensus, par le Conseil européen, le plan de relance a été validé et tout cela a été mis dans la mécanique de l'accord tripartite. Alors, je vais très rapidement. Les trois parties ont validé ce qu'avait décidé le Conseil européen avec
un petit ajout qui montre quand même que le Parlement européen arrive à avoir une place plus importante qu'avant. Le Parlement européen est arrivé à faire ajouter 16 milliards d'euros à ce plan. Mais ceci mis à part, on est dans la mécanique tout à fait normale des décisions telles que prévues par le traité, et donc des décisions telles que prévues à l'unanimité. Donc, si je résume le problème, avant d'arriver à ce qu'ont fait la Hongrie en particulier et la Pologne, si je résume le problème, au terme des traités, il faut l'unanimité du Conseil des ministres pour décider du budget sur 7 ans, et il faut l'unanimité s'il y a des nouvelles ressources, et en particulier des nouvelles ressources de 750 milliards que je viens d'évoquer. Mais, point supplémentaire, c'est qu'à partir du moment où il y a cet emprunt de 750 milliards d'euros, il faudra le rembourser. Car je vous rappelle que jusqu'à présent, et c'est important à souligner, jusqu'à présent, les ressources de l'Union sont en fait fournies par les États. Nous ne payons pas d'impôts. C'est les États qui versent à l'Union des contributions. Et en fait, il y a 3 types de contributions, juste pour mémoire. La plus importante, 75% du total, c'est un certain pourcentage du PIB de chacun des États. Ensuite, pour 15%, donc on arrive à 90%, c'est un certain pourcentage des TVA prélevés par les États, et les 10% qui restent, ce sont les taxes douanières, il en reste au niveau de l'Union, et puis les impôts payés par les fonctionnaires de l'Union. Mais ces ressources de l'Union, qui existent depuis une quinzaine d'années, qui ne bougent pas, ne sont pas des impôts de l'Union. Donc, la nouveauté aujourd'hui, c'est que non seulement l'Union va emprunter 750 milliards d'euros, dont des ressources exorbitantes et supplémentaires, au nom de l'Union, pour les États membres. Et la deuxième nouveauté, c'est que justement, comme il faudra rembourser ces 750 milliards, on envisage des impôts spécifiques que lèvera l'Union. Et pour le moment, il y a 3 échéances qui sont programmées pour de nouveaux impôts qui sont là aussi une nouveauté. En 2021, devrait être prélevée une taxe sur les plastiques non recyclables. Je dis bien devrait. En 2023 est prévue une taxe carbone et une taxe sur les géants du net. Et à partir de 2026 sont prévues des taxes sur les transactions financières et un impôt sur les multinationales. Donc, vous voyez que la grande nouveauté, c'est que, et c'est vrai qu'on peut s'en réjouir, l'Union va potentiellement, plus que potentiellement, l'Union va émettre des bons du Trésor de l'Union, va emprunter sur les marchés en tant que tel, et l'Union va, dès 2021, créer des impôts. Mais, et c'est essentiel, ce qui apparaît avec réalité comme un début de fédéralisme budgétaire et fiscal, est soumis à l'unanimité des États membres. Et a priori, tout le monde était d'accord pour s'embarquer dans cette histoire. Sauf que, et Jean-Claude Sebag l'a très bien rappelé, sauf que depuis, c'était déjà dans les tuyaux, comme ça a été dit depuis longtemps, mais la Commission et le Conseil des ministres ont, je crois que c'était le 5 novembre, il y a un mois, ont dit
ne peut pas quand même envisager de donner tellement d'argent à certains États sans qu'ils respectent l'état de droit tel que ça a été dit. Et donc, les États, la Pologne et la Hongrie, ont de manière très claire dit, écoutez, si vous continuez à nous chatouiller, c'est mon vocabulaire naturellement, sur la question de l'état de droit, nous, c'est pas compliqué, on va mettre notre veto, comme c'est notre droit le plus strict, à la fois sur les perspectives financières de un peu plus de 1 000 € pour les 7 ans à venir, et on mettra notre veto pour toutes les nouvelles ressources financières de l'Union, à savoir les 750 milliards qu'on va emprunter, plus les nouveaux impôts à venir. Et donc, voilà où on en est. On sait que les choses sont en train de bouger, mais la Pologne et la Hongrie ont dit nous mettrons notre veto, et donc très justement les États ont eu le sentiment que 1800 milliards étaient maintenant dans les mains du veto de la Hongrie et de la Pologne. Et donc voilà, on peut considérer, en élargissant le propos, que le veto, c'est bien le talon d'Achille de l'Union européenne, ou l'unanimité, parce que on retrouve là l'idée que les États, en ne voulant pas se départir de certains pouvoirs, eh bien, vont être contraints d'être sous la menace de l'humeur de tel ou tel des États membres. Les choses, semble-t-il, sont en train de changer, et vous remarquerez, cher Jérémy, que ça fait tout juste un quart d'heure. Très bien, merci beaucoup Michel. Donc voilà, l'histoire. Est-ce que nous avons déjà des commentaires, des ajouts à ces deux interventions? Alors pour rappel, pour les personnes qui nous ont rejoints, nous ouvrons maintenant une phase de discussion, échange, débat avec 3 règles importantes que je résume rapidement. Lorsque vous souhaitez prendre la parole pour soumettre vos commentaires ou vos questions à nos 2 intervenants, puisque ça va se jouer, ou à d'autres personnes plus tard, mais d'abord avec eux, merci d'être bref, idéalement moins d'1 minute. Merci également vous avez un droit de réponse par contre, suite à leur réponse, vous pouvez soumettre ce que ça vous évoque. Et puis, pour prendre la parole, il faudra lever la main électroniquement. Et pour lever la main électroniquement, c'est très simple. Donc voilà, vous avez votre écran Zoom que vous voyez. En dessous, vous avez, lorsque vous dirigez votre curseur vers le bas, un bouton participant. Lorsque vous cliquez sur ce bouton participant, vous avez la liste des participants qui s'affiche. Et en bas à droite, vous avez un bouton lever la main. Donc, dirigez votre curseur vers le bas, vers le bouton participant. Vous avez la liste des participants qui s'affiche et vous avez levé la main. Voilà, donc ça c'est pour permettre d'éviter qu'on se coupe la parole. Des questions, des remarques, des commentaires, sinon j'embraye. Ah, très bien. Samir, vous avez la parole. Oui, tout d'abord, merci à tous les deux pour ces présentations. J'avais une brève question. Donc, il y a une problématique, comme l'a rappelé Jean-Claude, qui est liée à la confiscation de l'état de droit par le vote à l'unanimité. Et comme le rappelait Michel, un grand pas en avant par la mutualisation des dettes et donc finalement une responsabilité commune des États en cas de défaillance dans des États membres. Néanmoins, j'ai l'impression que ça s'est fait aussi au détriment de certains programmes, et notamment le Fonds de défense européen, le programme cadre
pour la recherche et l'innovation, et le programme Erasmus+, qui a vu son budget raboté. Et donc, je trouve que la mécanique de ce plan-là est assez complexe et finalement assez modérément ambitieuse, puisqu'elle fonctionne aussi par vase communicant. Et je me demandais donc s'il ne fallait pas plutôt envisager, dans l'idéal bien sûr, d'augmenter la part du PIB des États dédiés au budget européen pour pérenniser justement une Europe fédérale, plutôt que réagir finalement par crises successives. Voilà, désolé si ma question était un peu longue. Bon, 58 secondes. Peut-être pour répondre à cette question, Michel ou peut-être Jean-Claude. Bon, il y a un peu des questions économiques qui sont sous-jacentes, n'est-ce pas? En amont de ta remarque, Samir, il faut se souvenir que les États ne veulent pas lâcher l'unanimité en ce qui concerne à la fois la définition des ressources propres et la définition des grandes rubriques de dépenses. Alors, remarquons quand même qu'on est aujourd'hui à 27, pardon, alors qu'avant on était à 28, et que en pourcentage de PIB, on doit considérer qu'il y a eu une légère augmentation dans les nouvelles perspectives financières. On est à 1,1%. Et puis aussi considérer, puisque tu parlais de certains programmes, que dans les 16 milliards qu'a obtenu, bon, c'est une goutte d'eau, mais symbolique, dans les 16 milliards qu'a obtenu le Parlement européen, il y a justement les programmes que tu évoquais, qui te paraissent trop réduits. Mais par ailleurs, si je peux prendre 30 secondes, parce que ça peut éclairer un peu tout le monde, qu'il me suffise là de noter les 6 grandes rubriques qui sont prévues. Ça vous intéresse? Parce que dans les budgets, leurs noms même sont très évocateurs de la stratégie de l'Union. Alors, il y a cohésion et valeur pour 35%. Il y a les ressources naturelles et environnement pour 30%. Là-dedans, il y a la PAC, décidément. Il y a voisinage et le monde pour 9%. Il y a migration et gestion des frontières pour 3%. Et sécurité et défense pour 2%. Donc, ça donne un ordre de grandeur et ça montre quand même les priorités que l'Union souhaite mettre en avant. Parce que si on compare, je ne vais pas le faire, c'est trop long, si on compare les rubriques nouvelles à celles des 7 années précédentes, on voit que, disons, les valeurs et l'environnement et les migrations sont mis en avant. Je m'arrête là, mais la vraie réponse, Samir, c'est que nous sommes très loin du fédéralisme budgétaire et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler au début de mon introduction que l'article 1 du traité dit bien ce sont les États qui confèrent des compétences à l'Union. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Samir, est-ce que ça vous inspire une réponse ou pas? Pour l'instant, merci d'avoir répondu. Très bien. D'autres remarques ou questions peut-être parmi nos participants? Il vous suffit de lever la main électroniquement. Bon, moi j'ai une remarque, voilà, une question. Bon, est-ce qu'on l'a eu ce moment hamiltonien ou pas? Désolé, Jean-Claude, allez-y, expliquez-nous. Parce qu'au final, bon, si un accord est trouvé, est-ce que les ressources communes, quand même, l'Union européenne qui peut maintenant avoir des subventions, la solidarité, les subventions
sans contrepartie, hormis l'état de droit, mais qui est quand même un prérequis quand même lorsqu'on est dans l'Union, c'est bon, c'est bon, la solidarité, elle s'exprime vraiment à présent. C'est un peu ce que ça m'évoque. On voit bien qu'on n'est plus sur l'épisode de la Grèce où le Sud, ce sont des fainéants. On est tous dans le même bateau, la pandémie nous touche tous. Il faut aider les États qui ne peuvent pas se payer les réanimateurs dans les hôpitaux. C'est un peu ça le message. Qu'est-ce que ça vous évoque? Donnez-moi. C'est Jean-Claude qui a interpellé, n'est-ce pas? Oui, j'interpellais Jean-Claude. Spécialement parce que, pour ce qui me concerne, je pense que si j'avais à répondre vraiment à cette question, il me faudrait, et vous avez vu comme je suis un indiscipliné, il me faudrait un certain temps, mais et puis je sais, il y a quelqu'un qui me semble être, qui n'est peut-être plus là, très inspiré aussi par les histoires de moments hamiltoniens. Je voudrais quand même dire une chose sur cette histoire en général. J'en profite, j'ouvre une petite parenthèse. Je ne vois pas pourquoi, à chaque fois que, présentement, en l'an de grâce 2020, en Europe, on parle construction européenne, pourquoi souvent les militants fédéralistes certains d'entre eux, ou européistes, ont inclination à aller puiser leur inspiration dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Pour moi, je vous le dis en passant, ce n'est pas le sujet de ce soir, même si je considère effectivement que les États-Unis d'Amérique et ce qui s'est passé en 1787 et leur évolution, tout ça sont une illustration intéressante d'un phénomène de fédéralisation. Pour moi, les États-Unis, c'est pas nouveau. Et même si je suis, comme je l'ai écrit récemment, pleine gratitude pour ce que les États-Unis ont fait pour leurs alliés et amis européens lors des grands conflits du XXe siècle, les États-Unis d'Amérique, et disons, l'État fédéral américain, c'est pas mon modèle pour l'Europe. Nous avons des valeurs, justement, mais qui intéressent peu, apparemment. Parlons plutôt fric, mais nous avons des valeurs que je ne pense pas que nous retrouvions. Nous avons tendance à vouloir promouvoir, me semble-t-il, des valeurs telles qu'elles se trouvent d'ailleurs consignées non seulement dans les traités de Lisbonne, mais dans la jurisprudence de la Cour de justice internationale, dans celle de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., que je dois dire, je ne retrouve pas dans le fonctionnement du système fédéral américain. Alors, je veux bien qu'on aille chercher en 1787, dans des écrits, etc., quelques enseignements utiles, autant ne pas les décrier, mais mon modèle, il y a beaucoup d'États fédéraux dans le monde, et n'en aurait-il pas que mon modèle de fédération européenne, c'est pas les États-Unis. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé récemment, d'Amérique du Nord. Je comprends, mais vous pouvez aussi peut-être, je sais pas, accepter que ce plan de relance ait suscité quelques espoirs, un peu comme si on mettait sa main, c'était un engrenage, le premier pas vers une intégration forte. Ça, c'est sûr. Écoutez, parce que, bon, ce qu'on reproche souvent à l'Union européenne, c'est l'inégalité, les taxations, la concurrence qui entraîne, qui est du côté fric, évidemment, mais qui entraîne un traitement différent des droits, ensuite, droits sociaux et économiques, il me semble. Et là, si la perspective telle qu'évoquée par Michel et l'implantation à terme, la mise en place de taxes pan-européennes, on est sur le mécanisme d'intégration et on peut avoir des espoirs. Mais voilà, c'est pour ça que peut-être l'espoir aurait-il été un peu trop douché par ce veto à cause de la règle d'unanimité, un peu trop franc et brutal. Hein. Trop simple, je dirais même peut-être. Trop simple. Donc, est-ce que je peux prendre la parole pour insister sur le fait que c'est totalement nouveau et formidable, ces 750 milliards qui vont être levés au nom de l'Europe, et donc 390, plus de la moitié, donc,
vont être distribuées sous forme de subventions aux États en difficulté. C'est un moment effectivement majeur, incontestablement, parce que c'est l'Europe qui prend en charge au nom de tous les Européens. Et ces 390 milliards, ils seront remboursés par l'Europe. Les 360 autres, vous le savez, seront donnés sous forme de prêts auprès des États qui rembourseront. Si on prête 10 États à la France, elle remboursera 10 euros, elle remboursera 10 euros. Mais là, les 390, c'est extraordinaire. De même qu'est extraordinaire, il ne faut pas le nier, la perspective d'avoir des impôts. Mais pour répondre à Jean-Claude, moi, je n'ai absolument pas comme modèle les États-Unis ou n'importe quel autre modèle. Mais ce que je voulais simplement mettre en avant dans la logique de ce soir, c'est que en quittant l'unanimité, on rentre vers du fédéralisme, budgétaire et fiscal en l'occurrence. En tous les cas, me semble-t-il. On le voit bien là, ça va se résoudre sans doute, la Pologne et la Hongrie. Et s'ils mettent un veto, bon, il faudra faire un traité à côté ou que sais-je. On peut en reparler de cela. Oui, Jean-Claude. Oui, en fait, bien sûr, mais nous n'avons pas la même sensibilité et la même hiérarchie. On a déjà dit, pour moi, comme dirait Jérémy, parlant malheureusement des valeurs européennes, de dire mais ça, de toute façon, c'est du préacquis, ou je n'ai plus quel terme qui a été utilisé. En ce qui concerne le caractère profondément novateur du plan de relance, dont je vous rappelle qu'il est résulté, moi j'avais été sidéré parce que j'avais suivi en direct la conférence de presse de Macron et de Merkel qui ont été à l'origine de l'idée d'innovation et du lancement. C'est effectivement quelque chose qui était, qui est une avancée profonde de la solidarité qui peut se manifester entre ça marque et ça consolide la solidarité des États membres de l'Union européenne. Ça, pour moi, c'est acquis maintenant depuis 6 mois que c'est une innovation importante. On ne va pas se redire sans arrêt, mais c'est une innovation importante. Voyons ce qui va se passer après. En revanche, je redis, pardonnez-moi, c'est pas que je sois branché là-dessus, je redis que le peu d'intérêt, mais je n'en suis que modérément surpris, que finalement la question des valeurs suscite dans notre cercle pourtant d'initiés et de gens engagés, ça m'arrête parce que, est-ce que par exemple, si on avait adopté, en oubliant tout d'un coup que on avait dit attention, on ne peut pas poursuivre à 27 avec des gens, tiens, je ne sais pas, je regardais là, regardez, avec des gens comme ça. Je ne sais pas si ça se voit, avec des gens comme ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, ce sont tous les juges, d'une part, polonais, et des dizaines de juges venus de tous les États européens, de juges suprêmes, venus de tous les États, pas de tous, d'un certain nombre, d'un grand nombre d'États de l'Union européenne qui sont venus au mois de janvier manifester dans les rues de la capitale polonaise pour dire on ne peut pas accepter ce qui se passe dans ce pays qui est aux antipodes vraiment des valeurs européennes. Eh bien, moi je dis que je me repose ma question à tous, si la Commission et sa présidente n'avaient pas tout d'un coup décidé, constatant l'échec relatif de cet article 7 dont je vous parlais, du mécanisme, etc., fait appel à une autre arme qui est offerte aussi par les traités et le droit dérivé, c'est-à-dire le droit dérivant des traités, de dire on ne distribue pas d'argent à ceux qui sont à ce point aux antipodes de nos valeurs, avec le risque de surcroît de contagion. Car si on ne réagit pas, regardez ce qui se passe avec la Bulgarie, d'autres États vont faire autant. Eh bien, je dois dire que je préfère, je vous le dis sincèrement, que je préfère, pour moi c'est très peu de choses, l'histoire de l'avancée hamiltonienne, ou je ne sais. Il y a 6 mois, je trouvais ça, parce que je n'étais pas conscient que nous avions au sein de l'Union, effectivement à cet égard, des obligations
qui découlaient même des traités, qu'on avait donc des instruments d'action. Quand je pense que j'ai découvert seulement maintenant, qui me l'avait dit, où l'ai-je trouvé dans la presse, que dans la commission qui est en place depuis l'année dernière, on avait, dans les orientations futures de l'Union européenne, on avait fixé déjà comme une priorité de remettre en place un mécanisme permettant de faire respecter les valeurs dont l'état de droit, quand je pense qu'il y a une commissaire vice-présidente, vous le saviez ça? Moi, ça me donne des raisons d'espérer ça. Autant, je vous le dis, au risque de choquer les économistes, autant que les milliards dont il est question sans arrêt. Il y a une vice-présidente qui est chargée, vice-présidente de la Commission, qui est chargée des valeurs et de la transparence au sein de l'Union. C'est drôlement enthousiasmant. Et c'est cette commission qui a lancé, on n'en est pas informé, qui a lancé depuis 1 an, et c'est pour ça que tout ceci débouche comme ça, un plan de dialogue avec tous les États membres de l'Union qui ont eu pendant des mois à faire rapport sur l'état du droit, effectivement, dans leur pays. Tout ça m'encourage au moins autant que les milliards que j'ai salués en leur temps. Oui. Merci. Claude, mais merci de nous rappeler cela. Et c'est vrai que on en bénéficie parce que pour nous, c'est pas acquis, mais on est bien content lorsqu'on a les droits, mais lorsqu'on ne les a pas, c'est la première chose qu'on ressent peut-être. Gaston, vous avez la parole. Est-ce que vous souhaitiez prendre la parole? Pouvez-vous allumer votre micro? Voilà. Bon, j'ai une première question à Jean-Claude. Jean-Claude, il nous a expliqué que l'Amérique du Nord, ce n'est pas notre modèle de démocratie ou de fédéralisme. Il a dit aussi qu'il y avait beaucoup de pays fédéraux démocratiques dans le monde. Alors ma question est, quel est le bon modèle de pays fédéralistes démocratiques? Et je pense, avant d'écouter sa réponse, personnellement, je crois que l'idéal n'existe nulle part et que chaque système a toujours un petit peu des avantages et des inconvénients et chacun se débrouille un peu comme il veut ou comme il peut. Mais la deuxième, je la poserai après. D'accord, très bien. Je vous redonnerai la parole. Jean-Claude. Oui, je ne veux pas monopoliser. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un modèle de démocratie. J'ai dit que ce n'est pas le modèle que je souhaite pour effectivement l'Union européenne en devenir. Mais je dis par exemple que mon Union européenne, pardonnez-moi de me l'approprier, elle aura quelque part, elle aura pas. Elle a par exemple l'impossibilité pour la puissance publique d'exécuter les gens. Il y a quelque chose là. Ça fait très longtemps maintenant que nos déclarations de droit, je ne parle pas simplement de l'État français, etc., disent, article 3 de la déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme, article je ne sais plus combien de notre charte, etc., les États ne peuvent pas condamner à la peine de mort, etc. Deuxième exemple, les États-Unis d'Amérique existent depuis, je ne veux pas, je suis très plein de gentillesse et d'amabilité pour les États-Unis, mais je dis c'est pas ce que je souhaite. Je prends plein d'exemples, mais c'est pas ce que je souhaite pour l'Europe. Je prends un deuxième exemple. Depuis 1787, les États-Unis, la fédération américaine a été traversée par un certain nombre de secousses racistes. Je ne remets pas en cause le fait qu'on ait pu faire de l'esclavage, etc. Tout ça, c'est dans le temps passé. On a eu le nôtre quand on pense que Bonaparte a rétabli l'esclavage dans un de nos territoires d'outre-mer. Bon, on a sur ce point pas de leçon à donner. Aujourd'hui, 2 siècles se sont écoulés et on apprend quand même que le racisme
il y a eu une guerre de sécession qui n'a même pas été d'ailleurs dans la réalité justifiée ou imposée par la question des races. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le racisme demeure assez, même si nous avons des présidents de couleur, etc., qui sont devenus ce que personne n'a fait en Europe, qui sont devenus chefs d'État et ainsi de suite, il faut rendre hommage. Il en demeure pas moins que dans une très importante partie de la population de l'État fédéral en question, eh bien, le racisme continue d'être enraciné. Et je dis que moi, pour l'Europe dont je rêve, il doit y avoir dans les valeurs, non seulement que nous décrétons, mais dont nous avons l'obligation de les faire respecter, que le racisme ne peut pas. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Gaston, vous aviez peut-être une autre question ou une remarque? Je pensais à la Suisse, par exemple, Gaston. Oui, oui, entièrement d'accord avec Jean-Claude, mais je ferai la distinction pour un système, un régime, entre la constitution, le système, et puis l'application qui en est faite. On peut avoir un magnifique système et une magnifique démocratie, mais la démocratie, à un moment donné, elle peut élire disons le mot, des salauds, où il peut y avoir dans une démocratie, à un moment donné, une majorité de salauds, mais comme c'est une démocratie, à ce moment-là, ces salauds, ils prennent le pouvoir. Ce n'est pas la faute à la démocratie et au système, mais c'est la faute aux gens qui, à un moment donné, sont là-dedans. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse bâtir quelque part dans un système la garantie que les gens se comportent toujours correctement. Oui, c'est une... D'ailleurs, ça me rejoint la deuxième question aussi, qui est plutôt à Michel, c'est le plan de relance. On parle de beaucoup de milliards, énormément de milliards, ça donne un peu le vertige, mais est-ce qu'on dit ce qu'on va faire des milliards? Normalement, avant qu'on fasse un budget, on dit tiens, on a un besoin criant dans tel domaine, pour résoudre ce besoin, il faut qu'on ait autant de milliards. Et on fait un effort pour ramasser les milliards. Ici, j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue devant les bœufs. On vote des milliards. Alors, tous les pays qui reçoivent des milliards, bon, bah, ils les acceptent. Et le risque est quand même un peu grand qu'ils fassent avec ces milliards un petit peu de bêtises. Et j'ai l'impression qu'actuellement, en Europe, dans l'allocation des milliards, par exemple dans la recherche, il y a énormément de bêtises qui sont faites. Bon. Peut-être pour répondre, Gaston, il faut savoir qu'on a demandé à chaque État membre de justifier auprès de la Commission de ce dont il avait besoin pour réagir à la crise du Covid. Et donc, il y a eu, la Commission a en quelque sorte entériné ou non la hiérarchisation des besoins de chacun des États, et c'est sur cette base-là qu'ont été distribués, entre guillemets, des milliards dans le cadre du plan de relance à chacun des États. Mais ce n'est pas tout. La Commission aussi a en charge, dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, de bien vérifier que les fonds qui ont été donnés sont bien intégrés tels que prévus dans le plan de relance, dans les plans de relance nationaux. Et puis, j'ajoute que, ex post, la Commission et la Cour
aussi de, pas la Cour de justice, la Cour des comptes de l'Union européenne a en charge de vérifier si ce qui avait été prévu est effectivement réalisé. Donc, il y a eu en amont et il y aura en aval des mécanismes de contrôle. Alors, là où tu as sans doute raison, Gaston, c'est que dans cette peur générale et totalement compréhensible, peut-être qu'on a exagéré dans certains programmes, que sais-je. Mais là c'est une opinion qui n'engage que moi, qui peut être totalement sorte d'ailleurs, mais on ne peut pas dire qu'on a fait n'importe quoi. Ça, ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, bon, ça, je rebondis aussi sur la question initiale. Moi, peu m'importe le type de fédéralisme, ce que je constate, c'est que là où ça coince actuellement, y compris dans la possibilité de sanctionner les États qui ne respectent pas les valeurs de l'État de droit auquel je souscris totalement, qu'est-ce qui empêche cela? C'est l'unanimité, de manière indirecte, certes, mais l'unanimité. Quand même, pour aussi mettre un peu en perspective, c'est que je l'ai sous les yeux là. Dès le 20 décembre 2017, la Commission a demandé au Conseil des ministres d'enclencher le mécanisme que tu as évoqué, Jean-Claude, l'article 7. Et le Conseil des ministres, pour le moment, ne s'est pas saisi, en tous les cas, n'a pas tranché sur cette question. Donc, pourquoi? Parce que, mais là tu as malheureusement raison, je le déplore, c'est que les contraintes économiques ont le pas actuellement sur l'état de droit, et je suis à peu près persuadé, pour continuer, puis-je encore avoir 30 secondes, Jérémy? Oui. Que dans le compromis qui va se passer maintenant, et qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la Pologne et à l'Union et à la Hongrie, pardon, qui bloquent ces 1800 milliards, donc c'est du business et ça intéresse tout le monde, on va débloquer ce mécanisme-là pour que l'économie tourne, et ensuite, on va essayer de mettre en musique, comme on le pourra, le mécanisme de contrainte par rapport à l'état de droit. Mais c'est les États qui subordonnent, pas uniquement la Pologne, pas uniquement la Hongrie, c'est les États qui subordonnent cela. Quand j'écoutais, je prends encore 10 secondes, quand j'écoutais hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand il y avait le maréchal Sissi en France, et j'entendais bien notre président dire « on ne s'intéresse pas aux questions de droits de l'homme dans les États ». Et quand on dit ça, on peut être enclin à accepter que l'on diffère le mécanisme que l'on a évoqué là, de subordination du respect de l'état de droit aux finances, tel que ça va se faire maintenant. Mais bon, à voir. Je ne connais pas ce que va dire le Conseil européen ce soir. Mais bien sûr qu'il faut respecter les droits de droit, mais on ne le respecte pas. Et on préfère le business. Je suis d'accord. Oui, c'est ce que ça me rappelle un article très intéressant du Monde qui s'est saisi de la question, qui rappelait mention de rapport d'ONG à la chaîne en état de source, que en Hongrie quand même, l'argent de l'Union européenne bénéficie d'abord et en priorité à des PME qui sont en rapport avec le parti au pouvoir. Donc ça, ce n'est pas un secret, ça a été enquêté, c'est surenquêté, ça date de l'arrivée de M. Orban au pouvoir. L'entreprise de son père est une des plus profitables de Hongrie, nous disait Le Monde.
Voilà. Et puis, le petit train qu'il s'est payé dans son village de quelques milliers d'habitants pour aller de sa maison familiale jusqu'au stade de foot de 7500 places dans un village de 3000 personnes a été financé avec l'argent de l'Union européenne. Et malheureusement, il n'y a pas d'enquête qui peut être menée sur place. Voilà. Donc, bon, d'après ce que nous dit Le Monde, c'est du journalisme, donc prenons-le quand même pour ce que c'est. Mais voilà, c'est assez intéressant. On dirait que cet argent, laissez-nous recevoir de l'argent de l'Union européenne, mais uniquement si on peut le recevoir pour alimenter les réseaux qui sont les nôtres. C'est ce message-là que nous transmettent certains pays, mais voilà. Marie-Jeanne souhaitait réentendre peut-être un dernier mot, parce que nous approchons de 20 heures. Voilà, elle souhaitait réentendre pourquoi des États qui devraient être bénéficiaires sont ceux qui bloquent. Voilà, pourquoi? C'est à qui la question? Jean-Claude, à vous. Volontiers. Pourquoi? Mais il n'y a pas que la Pologne il n'y a pas que la Pologne et la Hongrie qui sont bénéficiaires, qui en l'occurrence bloquent. Il y a bien, on le sait, il y a bien d'autres États, commencés par la France et par l'Italie et par l'Espagne, qui sont les gros bénéficiaires du plan de relance et de la méthode hamiltonienne. Donc là, en l'occurrence, pourquoi ils bloquent? Ils l'ont dit. Moi, j'ai là toute une série de déclarations que j'avais collationnées pour notre réunion de ce soir de la ministre de la Justice hongroise ou du président, du chef du gouvernement polonais, etc., qui expliquent, bon, d'abord parce qu'on leur a donné l'habitude, sur ce point, il a été dit tout à l'heure, il y a le veto, c'est pas seulement le veto, qui explique que depuis plusieurs années, on a laissé prendre ce qui n'eût été inconcevable dans les premiers temps de la communauté. On a laissé prendre, c'était même inconcevable parce que de toute façon, ce n'était pas dans les gènes des États initiaux. On a laissé se perpétuer, s'aggraver, se prolonger, effectivement, un état, une méconnaissance des valeurs de base qui sont notre patrimoine. Bon. Mais c'est pas seulement parce qu'il y a eu un veto, la Hongrie et la Pologne n'ont pas eu à faire jusqu'ici de droit de veto, on ne les a pas mis en position de le faire, d'autant plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'article 7, dans l'un des mécanismes de prévention ou constatation des risques, l'État qui est en cause ne peut pas voter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exercer son droit de veto puisqu'il ne vote pas. Donc là, il se trouve que mettons que ce soit la Pologne, elle trouve effectivement secours auprès d'États qui sont on va dire, en situation de complicité parce qu'ils encourent le même type de sanctions avec elle. Mais ce qu'a dit tout à l'heure Michel Devoluy me paraît plus juste, c'est qu'il y a tellement eu peu de mobilisation depuis des années sur le fait que l'Union européenne a posé des valeurs communes et qu'elle a entendu en faire, c'est le terme de l'article 2, un fondement de l'Union européenne. Il y a eu une telle, un tel manque de mobilisation là-dessus que l'idée s'est incrustée dans les esprits des chefs d'État et de gouvernement, enfin dans les États tout simplement, y compris dans leur démembrement, les administrations, etc., que c'était en quelque sorte le fondement dont il s'agit incantatoire. Et qu'il valait mieux s'occuper, effectivement, de l'utilisation des fonds associés, etc. Or, maintenant, je pense qu'en tant que, enfin, c'est mon cas, en tant que très fortement adepte de la construction européenne, je me dis que je dois m'occuper de faire en sorte que dans les populations européennes, chez les citoyens européens, et par conséquent, par translation, auprès des États, on considère que les valeurs, c'est un sujet prioritaire et qu'on ne peut pas continuer avec des États qui ne sont pas. On peut pas. On n'a pas à ma connaissance, de procédure d'exclusion. Il y en a, par exemple, dans une autre organisation voisine. Nous n'avons pas de procédure d'exclusion dans l'Union. Mais on peut
par exemple suspension du droit de vote, etc., rendre effectivement la situation aux États qui sont de véritables malfrats au titre des valeurs, leur rendre la vie non vivable. Je préfère personnellement pour l'Europe future qu'ils ne soient pas là, s'ils continuent à considérer chez eux, comme je l'ai lu, que vous comprenez, chacun sur le système judiciaire a sa maison, etc. Oui, on a tous notre maison, mais ils doivent respecter leur constitution. Et leur constitution, c'est ça notre suprématie et primaté du droit de l'Union, leur propre constitution, comme on l'a reconnu en France, où pourtant on était très attaché chez les juristes à la suprématie de la constitution française, notre propre, la leur aussi, constitution, si elle contient des dispositions qui permettent de faire ce qu'ils font, elle doit se soumettre à la Constitution suprême qui est le traité de l'Union. C'est ça la primauté du droit. Sur ce, bon, je n'aurai pas de meilleurs mots, je pense. Voilà, c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons nous exprimer librement, rappelons-le, hein, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Je pense à mes amis voilà, dans certains pays qui ne peuvent pas, qui n'apparaîtraient pas à visage découvert pour débattre. Une amie qui s'est fait virer d'une université en Roumanie pour s'être exprimée dans la rue. Une autre qui s'est fait virer en Russie de son université pour avoir écrit dans une copie quelque chose désagréable sur Vladimir Poutine. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. Nous allons maintenant fermer la conversation pour aujourd'hui, puisqu'il est 20h. Et j'espère que nous pourrons voilà, à nouveau discuter d'autres sujets relatifs au fédéralisme lors de prochaines discussions et débats.